Bonjour les amis, les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, je reprends mes activités YouTube, mes exposés YouTube. Et puis normalement je devais faire vendredi sur les phénomènes de l'arc-en-ciel, enfin le phénomène de l'arc-en-ciel. Et puis vendredi, je vous cache pas que depuis mon grave accident du 2 septembre, j'ai pas mal de douleurs. Et puis comme j'habite à 1000 mètres, il y a pas mal de changements de temps. La météo, elle déconne un peu, il neige, il pleut, il fait froid, il y a du vent. Comme là en ce moment, il y a une grosse tempête. Voilà, je sais pas si chez vous aussi, mais je pense que dans certaines régions, oui, je pense qu'il y a aussi du mauvais temps chez vous. Voilà. Mais je vais essayer de m'en tenir aux dates prévues des sujets. Donc, normalement, je vais la faire. Donc, je vais faire cet exposé là sur les arcs-en-ciel. Le phénomène de l'arc-en-ciel, je devais le faire normalement vendredi 4 et on est dimanche 6. Donc, 2 jours de retard. Ouais, c'est rien du tout quoi. Donc, voilà, je sais que vous êtes compréhensifs et puis que vous allez pas m'en vouloir juste pour ça. Voilà, ensuite, demain, en espérant qu'en rentrant du travail, j'irai assez bien. Le sujet, ça sera sur le système respiratoire. Donc, j'ai prévu de vous dire chaque fois que je vous fais un sujet, je vous donne les deux futurs autres sujets. Voilà. Donc, le lundi 7, donc demain, ça sera sur le système respiratoire. Et je sais qu'il y a pas mal de monde qui aime beaucoup quand je fais des vidéos sur la médecine. Et le vendredi 11, parce que normalement c'est toujours le lundi et le vendredi, ça sera sur le système digestif. Voilà, ça sera de nouveau un peu des vidéos sur la médecine. Après, ça sera varié. J'ai planifié jusqu'au mois de juillet tous les thèmes que je voulais faire. J'ai tout recommencé parce que j'avais déjà préparé des thèmes l'année passée, mais je me disais que soit c'était trop long, soit il y avait déjà des informations sur Internet assez conséquentes. Et puis peut-être que ça intéressait pas tout le monde, voilà. Et puis je vous avais parlé que je voulais faire sur le lac Rose en France, mais comme j'ai quand même fait sur le lac Illier en Australie, je me dis que c'est déjà un sujet. Voilà, si vous voulez voir le lac Rose en France, vous pouvez aller vous renseigner sur Internet. Et je me suis dit, je fais complètement autre chose. Je fais sur le phénomène de l'arc-en-ciel. Voilà, parce que c'est pas juste ce qu'on croit que c'est à cause de la pluie. C'est beaucoup plus sceptique que ça. Voilà, il y a beaucoup plus que ça. Bon, je pense enfin qu'on va commencer maintenant. Comme ça, on va aller droit au but du sujet. Et puis, à la fin, je vous montrerai de belles photos d'arc-en-ciel pour mettre un peu de gaieté. Voilà. Alors, l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel est un photométéore, un phénomène optique se produisant dans le ciel, visible dans la direction opposée au soleil quand il brille pendant la pluie. C'est un arc de cercles colorés, d'un dégradé de couleurs continu de rouge à l'extérieur, au jaune, au vert et au bleu jusqu'au violet à l'intérieur. Un arc-en-ciel se compose de deux arcs principaux, l'arc primaire et l'arc secondaire. L'arc primaire est dû aux rayons ayant effectué une réflexion interne dans la goutte d'eau. Les rayons ayant effectué deux réflexions internes dans la goutte d'eau provoquent un arc secondaire moins intense à l'extérieur du premier. Les deux arcs sont séparés par la bande sombre d'Alexandre. Des arcs tertiaires et quaternaires extrêmement ténus ont été photographiés pour la première fois en 2011. Il est parfois possible d'observer des arcs surnuméraires, décrits pour la première fois en 1723 par Henry Pemberton. L'arc en terre est un phénomène semblable à l'arc-en-ciel, mais engendré sur la terre par la pluie ou la rosée. Juste un tout petit instant, il me semble que j'avais un appel. Non, voilà. Enfin, on verra bien. Non, mais je crois pas en fait. Enfin, je vais laisser le téléphone sur le côté. Voilà.
Conditions d'observation. On peut observer un arc-en-ciel quand des gouttes d'eau tombent ou sont en suspension dans l'air et qu'une source lumineuse puissante, en général le soleil, brille derrière l'observateur. Les arcs-en-ciel les plus spectaculaires ont lieu lorsque la moitié du ciel opposée au soleil est obscurcie par les nuages, mais que l'observateur est à un endroit où le ciel est clair, car les couleurs ressortent davantage par contraste avec le nuage du ciel sombre. On voit aussi souvent cet effet à proximité de chutes d'eau, dans la brume, avec une source de lumière derrière soi. Ce phénomène optique fait apparaître, dans une transition continue, toutes les teintes monochromatiques, mélangées à la lumière provenant de son arrière-plan. Là. Donc il y a des petites images là, vous pouvez voir. Voilà. Un arc-en-ciel n'a pas d'existence matérielle. C'est un effet optique dont la position apparente dépend de celle de l'observateur et du soleil. Le centre de l'arc-en-ciel se trouve dans la direction exactement opposée à celle du soleil par rapport à l'observateur. En conséquence, le dit centre se trouve dans l'ombre de la tête de la personne qui observe un arc-en-ciel lorsque cette ombre lui est visible. Image ci-contre prise par un appareil photographique placé près du visage de l'observateur arroseur. Je vous montre l'image après. Toutes les gouttes de pluie renvoient la lumière du soleil de la même manière, mais l'observateur ne voit que les rayons qui sortent d'une petite partie de ces gouttes de pluie. Il voit les rayons qui se dirigent vers lui. Les autres rayons ne lui sont pas visibles, mais peuvent être visibles par d'autres observateurs. Chaque observateur interprète alors la lumière qui lui arrive de certaines gouttes de pluie, comme l'image d'un arc de cercle dans le ciel. Principe optique. La dispersion, conséquente à la réfraction, associée à la réflexion des différentes radiations lumineuses, composant la lumière blanche du soleil par les gouttelettes d'eau en suspension dans l'atmosphère, produisent les arcs-en-ciel. La dispersion de la lumière du soleil par des gouttes de pluie approximativement sphériques provoque l'arc-en-ciel. La lumière réflectée en pénétrant la surface de la goutte subit ensuite une réflexion partielle à l'arrière de cette goutte et enfin est réfractée à nouveau en sortant. En conséquence, l'effet global est que, quelle que soit la taille de la goutte, la lumière entrante est principalement réfractée vers l'arrière sous un angle de l'ordre de 40 à 42 degrés, ce qui explique la forme circulaire de ce photométéore. La valeur précise de l'angle de réfraction dépend de la longueur d'onde des composantes de la lumière qui déterminent la couleur. Dans le cas de l'entrée dans un milieu plus réfringent, l'angle de réfraction de la lumière bleue est inférieur à celui de la lumière rouge. Un prisme met ce phénomène en évidence. Après réflexion à l'interface OR, la lumière bleue émerge d'une goutte au-dessus de la lumière rouge. L'observateur étant fixe, il voit la lumière issue de différentes gouttes d'eau avec des angles différents par rapport à la lumière du soleil. Le rouge apparaît plus haut dans le ciel que le bleu. Alors voici la fameuse photo.
Le centre de cet arc-en-ciel d'arrosage se trouve dans l'ombre de la tête de l'observateur. Voilà. Pardon, mal visé. Voilà. Un arc-en-ciel se situe toujours à l'opposé du soleil. Le soleil, l'observateur, est le centre du cercle dont fait partie l'arc-en-ciel sur la même ligne. Un arc-en-ciel appartient toujours à un cercle de même diamètre apparent. Un cercle dont le rayon apparaît sous un angle approximatif de 40-42 degrés autour de cette ligne soleil-observateur, centre de l'arc. L'horizon cache habituellement une grande partie d'un arc-en-ciel et la taille de l'arc visible varie. Plus le soleil est proche de l'horizon, plus l'arc sera grand. Un observateur en haute altitude verra un grand arc-en-ciel d'un observateur au niveau de la mer, surtout parce qu'il verra une plus grande partie du ciel et pratiquement pas à cause du changement d'alignement avec le soleil qui est minime. D'un avion, on peut voir le cercle entier de l'arc-en-ciel avec l'ombre de l'avion, donnant la direction opposée au soleil et son centre. Des contes affirment qu'il y a un trésor au pied de l'arc-en-ciel, l'arc étant un phénomène optique dont la position dépend de celle de l'observateur. Il est impossible d'atteindre le pied de l'arc-en-ciel et de revenir en disant qu'il n'y a pas de trésor. La taille de l'arc-en-ciel dépend de l'écart entre l'observateur et la zone de pluie et de hauteur du soleil par rapport à cet alignement. Lorsque l'arc-en-ciel devient trop grand, il forme un cercle dont les pieds se perdent derrière l'horizon. Lorsque l'alignement est optimum, l'arc-en-ciel est suffisamment petit pour que ses pieds puissent être visibles, comme sur le schéma de René Descartes. Je vous montrerai le petit schéma. Comme la limite des zones de pluie est souvent brumeuse, il est possible, en faisant varier l'angle, de s'approcher d'un pied de l'arc-en-ciel du fait du changement des angles de réfraction. Cela donne parfois l'impression de pouvoir atteindre un pied de l'arc-en-ciel, même si cela ne sera évidemment jamais possible. Couleur. L'arc-en-ciel contient une transition continue de couleurs. Il y a autant de couleurs que ce que l'œil peut en distinguer, soit au plus 150. Donc apparemment, les 7 couleurs, c'est pas vrai, d'après ce que je peux lire. Les couleurs correspondent à des lumières monochromatiques, sont plus ou moins pâles. Les couleurs correspondant à un mélange de rouge et de bleu, famille des violets et pourpres mélangés à du blanc, ne sont pas dans l'arc-en-ciel, comme ils n'y sont pas non plus les champs chromatiques correspondant à des luminosités moyennes ou faibles, comme les beiges, marrons et autres. Dans le domaine de la communication graphique, on présente souvent l'arc-en-ciel comme une juxtaposition de bandes de couleurs en arc de cercle. Le motif reste identifiable, même avec un peu de couleur, ou si elles sont inversées, pourvu que leur ordre soit celui du phénomène naturel. Le nombre de couleurs varie de 3 à 9, selon les cultures. D'accord. Aristote discernait 3 couleurs. Plutarque en mentionne 4. Aujourd'hui, en Occident, les représentations ont souvent 5 à 7 couleurs. Ah, c'est quand même juste. Mais en réalité, il y en a 150, si je comprends bien, mais que 7 qui sont visibles. Ok. Les 7 énoncés par Newton, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, gardent une certaine influence culturelle. L'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel
sont invariablement pour la conception d'un cercle chromatique. On compte le cycle avec les couleurs composées entre le rouge et le bleu. Je vous montre juste le petit schéma là qui disait ici schéma de René Descartes sur la formation des arcs-en-ciel primaires et secondaires. Ouais, c'est un schéma un petit peu compliqué à comprendre. Voilà. Alors ici, donc, on compte le cycle avec les couleurs composées entre le rouge et le bleu. Mais les cercles chromatiques concernant l'activité des peintres et graphistes qui travaillent avec des pigments dont les règles de composition, synthèse soustractive sont très différentes de celles des lumières, synthèse additive. Formation alternative. Alors, arc-en-ciel formé à l'aide d'un arrosoir, équivalent d'un arc-en-ciel formé dans l'eau brumisée. Alors, réfraction, les réflexions de la lumière dans une goutte d'eau. Or, la première image, c'est un arc-en-ciel formé à l'aide d'un arrosoir. Arc-en-ciel formé à l'aide d'un arrosoir. Arc-en-ciel, équivalent d'un arc-en-ciel formé dans l'eau brumisée. Et puis, réfraction et réflexion de la lumière dans une goutte d'eau. Voilà. Dans de rares cas, un arc-en-ciel peut être vu de nuit par temps clair et pleine lune. Dans ce cas, c'est la lune qui sert de source lumineuse. Le phénomène porte alors le nom d'arc-en-ciel lunaire. Ok, ben j'étais pas du tout au courant. En pratique, la lumière de l'arc ainsi produite est faible et peut ne pas exciter suffisamment les cellules de la rétine responsables de la perception de la couleur, les cônes. L'arc apparaît ainsi d'une lueur grisâtre sans couleur apparente. Les couleurs peuvent cependant apparaître sur une photo. Le phénomène est également visible sur des dépôts comme la rosée avec l'arc-en-ciel de rosée et le brouillard avec l'arc blanc. Il peut aussi être créé artificiellement par un jour ensoleillé en se tournant dos au soleil puis dispersant des gouttelettes d'eau dans l'air devant soi, lors d'un arrosage par exemple. L'arc est alors d'autant plus visible que le fond est sombre. Okay. Certains halos atmosphériques, comme l'arc circumhorizontal, surnommé arc-en-ciel de feu, ou certains éléments de parélie, sont colorés, mais il ne s'agit pas d'arc-en-ciel. Arc secondaire et arc surnuméraire. Parfois, un second arc moins lumineux peut être aperçu au-dessus de l'arc primaire. Il est provoqué par une double réflexion de la lumière du soleil à l'intérieur des gouttes de pluie et apparaît sous un angle de 50-53 degrés dans la direction opposée au soleil. En raison de la réflexion supplémentaire, les couleurs de ce second arc sont inversées par rapport à l'arc primaire, avec le bleu à l'extérieur et le rouge à l'intérieur, et l'arc est moins lumineux. C'est la raison pour laquelle il est plus difficile à observer. Alors ici, il y a de nouveau 3 photos. Alors ici, un arc-en-ciel secondaire. Arc-en-ciel secondaire. Ensuite,
arc surnuméraire, couleur verte et violette adjacente à la couleur violette. Donc ici. Et la dernière, double arc-en-ciel dans le parc national de Saitong, province de Chaiyaphum, Thaïlande. Magnifique. Donc la dernière image. Dans la direction du soleil, deux arcs inversés, l'un par rapport à l'autre, parfois qualifiés d'arc tertiaire et arc quaternaire, peuvent également être observés à environ 45 degrés de l'astre, mais ceci est particulièrement difficile. Les rares observations de ces deux arcs font mention de morceaux d'arc visibles par intermittence. En 2011 est réalisée la première photographie de l'arc tertiaire, puis la même année, la première photographie de l'arc quaternaire a été photographiée. Ces gouttes d'eau en pratique, ces deux arcs correspondent aux rayons lumineux ayant subi 3 et 4 réflexions dans les gouttes d'eau. En pratique, les configurations favorables à leur observation sont nettement moins nombreuses que celles favorables à l'observation de l'arc secondaire, en particulier en raison de leur proximité du Soleil. Dans la direction opposée au Soleil, un autre arc-en-ciel, parfois désigné comme arc de cinquième ordre, peut être présent au voisinage de l'arc secondaire, inversé par rapport à celui-ci, donc identique à l'arc primaire. Il est cependant nettement moins lumineux et observable uniquement dans des conditions exceptionnelles. En pratique, il n'est pas très facile à distinguer des arcs surnuméraires associés à l'arc secondaire. Il correspond aux rayons lumineux ayant subi 5 réflexions dans les gouttes d'eau. Un autre effet moins difficile à observer est celui des arcs dits surnuméraires qui se traduisent par le fait que le premier arc, en fait, comme une série d'arcs de rayons d'épaisseur et d'intensité décroissante accolés les uns les autres. Visiblement, on observe une copie du premier arc situé juste à l'intérieur de celui-ci. À côté de la bande violette du premier arc, on observe la bande verte, puis la bande violette de sa copie, ainsi parfois qu'une seconde. Ce phénomène résulte d'interférences subies par la lumière lors de ces réflexions successives dans des gouttes d'eau. Ils ne peuvent être expliqués par la seule optique géométrique, d'où leur nom. Contrairement aux autres arcs, ces arcs surnuméraires dépendent d'autres facteurs comme la dispersion du diamètre des gouttes d'eau. Le 13 août 2012, un scientifique du laboratoire Disney Research, étudiant à l'université de San Diego, annonce avoir découvert la genèse des arcs-en-ciel siamois. Des arcs-en-ciel commençant à un même point mais finissant à des endroits différents. Il serait dû à des précipitations différentes surgissant au même moment. La bande sombre d'Alexandre. La bande sombre d'Alexandre est la région du ciel située entre l'arc primaire de l'arc secondaire d'un arc-en-ciel. Elle constitue en une bande circulaire légèrement plus sombre que le reste du ciel. Elle est due au fait que peu de rayons lumineux sont rétractés dans cette direction. Son éponyme est le philosophe péripatéticien grec Alexandre d'Aphrodise, qui semble être le premier à avoir décrit le phénomène.
Historique de la découverte de sa formation. Nous appelons arc-en-ciel un phénomène qui, en raison de sa fréquence, n'est ni une merveille ni un prodige, car il n'annonce pas, d'une manière sûre, même la pluie ou le beau temps. Il est évident que le rayon solaire entré dans une nuée concave est repoussé vers le soleil et réfracté, et que la variété des couleurs est due au mélange de nuages, de l'air et du feu. Ce phénomène ne se voit qu'à l'opposite du soleil. Il n'a jamais d'autre forme que celle de demi-cercle. Il ne se montre jamais la nuit, bien qu'Aristote rapporte qu'on en ait vu quelquefois. Cependant, le même Aristote avoue que cela peut arriver que le 30e jour de la lune. Les arcs-en-ciel se montrent en hiver surtout durant la décroissance des jours, après l'équinoxe d'automne. Après l'équinoxe du printemps, quand les jours croissent, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Il n'y en a pas non plus vers le solstice, pendant les jours les plus longs, mais ils sont fréquents vers le solstice d'hiver, c'est-à-dire pendant les jours les plus courts. Ils sont élevés quand le soleil est bas. Bas quand le soleil est élevé, moindre au lever et au coucher, mais ayant de la largeur, étroit à midi, mais embrassant au plus grand espace. En été, on en voit à midi. Après l'équinoxe d'automne, on en voit à toute heure, et jamais plus de 2 à la fois. D'accord. Le rôle de la réfraction de la lumière sur des gouttelettes. Il y a des phrases un peu qui se chevauchent presque l'une sur l'autre. Le rôle de la réfraction de la lumière sur des gouttelettes d'eau est à nouveau suspecté au début du XIVe siècle par des savants persans. En Europe, par Dietrich von Freiberg, Qutb al-Din Shirazi et Kamal al-Din al-Farisi. René Descartes redécouvre le principe de la loi de la réfraction en 1637. Isaac Newton précise les calculs dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Mythologie et symbolique. Nombre des couleurs. La transition entre les couleurs est continue. Le nombre de couleurs qui distinguent les cultures dépend des champs chromatiques à leur disposition dans le langage et de la valeur symbolique qu'elles accordent à certains nombres. Les Dogons y reconnaissent 4 couleurs, noir, rouge, jaune, vert, la trace laissée par le mythique bélier céleste qui féconde le soleil et urine les pluies. D'accord. Les cultures indo-européennes accordent souvent un statut élevé au nombre 7. On a aussi les 7 jours de la création du monde, de la semaine, les 7 notes de musique, les 7 mers, etc. Aristote distingue 7 couleurs du noir au blanc, suivi par Robert Grossetête au début du XIIIe siècle, qui ne précise pas auquel il pense. Isaac Newton s'efforça de reconnaître cette couleur pure dans la lumière blanche décomposée par le prisme, comme par l'arc-en-ciel. Pour arriver à une liste de 7, il ajoute l'indigo dans la position du si de la gamme musicale, juste avant le do qui la termine. Cette teinte, qui ne correspond pas à un champ chromatique, lui sera reprochée. L'historien des couleurs, Michel Pastoureau, nous rappelle que dans les textes, comme dans les images depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, les arcs-en-ciel ont 3, 4 ou 5 couleurs, mais jamais 7.
Ces 7 couleurs sont souvent dans l'ésotérisme islamique, image des qualités divines de l'univers, et en Inde et Mésopotamie, elles représentaient les 7 niveaux des cieux. Pont ou chemin. L'arc-en-ciel peut être, à cause de sa beauté et de la difficulté de l'expliquer, semble avoir depuis longtemps fasciné l'homme. De nombreux mythes dans le monde entier présentent l'arc-en-ciel comme un pont ou un chemin. Il peut être emprunté par des dieux, des chamans, sorciers ou des héros légendaires pour circuler entre la Terre et un autre monde ou entre deux points éloignés de la Terre. Parmi les pygmées d'Afrique, en Indonésie, en Mélanésie, chez certains Amérindiens, on entend des légendes de cette nature. Le Japon ancien le nomme le pont flottant dans le ciel. Dans la mythologie grecque, le message Iris a créé ce chemin entre Olympe et Terre, dont on retrouve trace dans le terme espagnol arco-iris. Dans la mythologie nordique, nommée Bifrost, on peut, ou pont de Bifrost, chemin tremblant, c'est le pont qui permet de rejoindre Asgard, le royaume des dieux gardé par le dieu Heimdall. En Asie, selon les textes, l'arc de Shiva ressemble à l'arc-en-ciel. Au Cambodge, il est l'arc d'Indra. Indra produit la foudre et dispense la pluie. Il évoque aussi l'illumination de Bouddha qui redescend du ciel par cet escalier aux 7 couleurs, dont les rampes sont des serpents. Exactement 2 serpents. Les rubans portés par les chamans bouriates, symbolisant la montée de l'esprit du chaman vers le ciel, sont appelés arc-en-ciel. Au Tibet, ce n'est pas un pont, mais les âmes des souverains qui rejoignent le ciel. Les Indiens Pueblo nommaient arc-en-ciel l'échelle permettant d'accéder à leur temple souterrain, évoquant cette fois le lien entre le domaine knonien et la terre. Ben voilà, j'en ai terminé pour le sujet sur l'arc-en-ciel qui est très intéressant. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas et j'ai pas tout compris, mais bon, en regardant la vidéo à nouveau, je vais mieux comprendre. C'est souvent comme ça que je fais, je re-regarde mes vidéos et là, des fois, je comprends mieux un petit peu le sujet que j'ai fait. Ouais, il y a des sacrés trucs, des sacrés mythes, des sacrés symboles que les religions, que les personnes ayant certaines religions, certaines croyances ont mis au point suite à l'arc-en-ciel, quoi. C'est vraiment dingue. Mais le sujet était très intéressant, en tout cas. J'espère qu'il vous aura plu, et puis voilà. J'ai quelques photos d'arc-en-ciel à vous montrer, bien que vous sachiez ce que c'est, mais ça fait un petit peu rêver un moment. Là, j'en ai trouvé un magnifique, il est spécial, je pense qu'il a été pris depuis un avion. Donc voilà. Il est très joli. Ensuite, ici, j'en ai un autre qui est incroyable, avec une personne qui s'est mise au milieu. Je pense que c'est un ami, un membre de la famille qui a fait la photo. Et il s'est mis dans l'arc. C'est vraiment incroyable, quoi. Comme l'arc est parfaitement en demi-cercle. Ça, c'est rarissime. Voilà. Ensuite, ici, au milieu de nulle part, c'est aussi magnifique avec l'arbre. C'est vraiment, vraiment très joli aussi, cette photo. Elle est magnifique. C'est incroyable quand même. C'est vrai que l'arc-en-ciel est quand même quelque chose d'exceptionnel. Hein. Ça sort de l'ordinaire. Hein. Ça sort de l'ordinaire. C'est quand même quelque chose de spécialement beau. Voilà.
je vous ai tout montré. Donc j'en ai terminé avec mon exposé. Je vais gentiment vous laisser pour pas que ça fasse trop de minutes et puis que ça aille plus vite pour mettre la vidéo sur YouTube, parce que plus il y a de minutes, plus ça va long à télécharger sur YouTube. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de la liker. Ça serait vraiment sympa. Et d'écrire un commentaire si vous avez envie. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, de vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir, quoi. Voilà. Donc je me réjouis de vous revoir demain. Voire après-demain peut-être. Parce que des fois elle me dit, vu que j'en ai fait un ce soir, je serai peut-être pas fatiguée, mais comme je vous ai dit, j'ai plus de douleur au niveau du dos, vu que j'ai eu 2 fractures, avec ce changement de temps terrible. Là, ça souffle, c'est violent, et j'ai assez mal au talon. Ça allait mieux, mais là, l'os du talon me fait mal quand je pose le pied, vraiment. Et puis, peut-être que je serai un petit peu moins bien demain, donc au pire, je le fais mardi, l'exposer sur le système respiratoire. C'est le respiratoire, hein? Oui, et le système digestif vendredi. Voilà, je vous laisse les amis, les abonnés, les potos. Et je vous souhaite, pour moi c'est une bonne soirée. Pour vous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Allez, à demain. À plus. Bisous, je vous adore. Bisous, bisous. Bye bye. Au revoir. Et merci de votre attention.